Et bienvenue à tous pour ce 40e et sûrement plus important podcast de l'histoire de Manchester Devils. Dans ce podcast, je serai accompagné des trois autres titulaires indéboulonnables. Jérémy, Hello tout le monde. Adama Salut à tous. et Mohamed. Salut tout le monde. Donc dans ce podcast, on va bien sûr revenir sur le processus de rachat de Manchester United avec des infos très fraîches qui sont tombées samedi dans le samedi noir 14 octobre dans l'après-midi. On fera aussi un bref rappel de pourquoi on en est là, du processus en entier, et après on essaiera de se projeter un peu dans un avenir hypothétique et on verra. On va aussi donner des avis totalement personnels qui ne sont pas forcément fondés sur quelque chose de tangible, mais sur ce qu'on ressent par rapport à ce rachat qui va quand même changer une partie de notre club. Je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte Twitter, je ne dirais pas X, et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un petit like et un commentaire sur cette vidéo. Ça nous aide énormément, c'est gratuit et ça prend 10 secondes. Et on continue à gentiment augmenter. Donc, on est content de voir que ce qu'on fait vous plaît. Donc voilà pour l'introduction réglementaire. On va essayer d'être concis, ça va être un peu difficile, il va y avoir beaucoup de chiffres. Donc accrochez-vous, on va essayer d'être le plus clair possible et on va essayer d'orienter un peu, d'essayer de vous orienter sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on pense être la suite. Donc on va commencer peut-être par Jérémy, si tu peux nous expliquer en gros le processus déjà d'achat de base de la famille Glazer de Manchester United dans le début des années 2000 et ce qui s'est passé depuis le 14 novembre, c'était ça l'annonce 22, ouais. 22 officiellement. Statement. 14, c'était 14, je crois que c'était des leaks. Et le 22. Le marché, l'ouverture de marché, c'était le 22. Alors, donc on sait tous, les Glazers sont nos propriétaires actuels. Ils ont donc en fait acheté le club petit à petit. Il y a un paquet d'années de ça. Salut, c'est Eric. Salut, et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient actionnaires minoritaires du club. Ils ont racheté des parts et des parts du club petit à petit. Et un jour, ils ont été capables de faire une levée de fonds à tarif intéressant et un projet de rachat pour passer majoritaire. Un Chose LBO. qu'ils ont fait, exactement. Chose qu'ils ont fait une fois passé majoritaire. Donc ils se sont organisés petit à petit pour acheter toutes les parts du club et sortir le club du marché boursier sur lequel il était. Il était en marché boursier en Angleterre à cette époque-là. Je t'interromps juste 2 secondes. Vas-y. Le processus de LBO qui a été mis en place pour acheter le club, donc en gros, ils ont créé une holding et c'est les résultats du club qui financent et qui ont garanti le prêt, n'est plus légal aujourd'hui. Non, c'est des montages qui ne se font plus, mais qui étaient acceptés à l'époque parce que c'est un montage d'entreprise. Hein. C'est un montage d'entreprise. En fait, ils n'ont rien inventé. Hein. Ça se fait dans le milieu de l'entreprise. Simplement, c'était quand même un des premiers. Ça a été un des premiers finalement à apporter certains montages financiers d'entreprise sévères. Hein. On parle d'un truc solide. Hein. On parle pas d'entreprise, de la petite entreprise du coin. D'apporter ce type de montage pour acheter un club sportif. Parce que on le sait que fut une époque, on était en avance sur notamment la gestion d'un club, parce qu'on a mis ça comme une entreprise. On était quasiment les premiers à le faire et ça nous a réussi à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur la limite du système, de la manière dont on fonctionne. Mais il y a eu des bonnes époques, on va pas se mentir, et ça a fonctionné. Donc, une fois que les Glazers sont passés, comme je disais, entièrement propriétaires, ils ont sorti le club du marché boursier. Donc après, comme l'a dit Antoine, ils se sont servis grosso modo des revenus du club pour payer la dette du club. C'était une manière pour eux de ne pas investir personnellement, de toujours faire investir la société Manchester United pour la société Manchester United, notamment même dans l'achat même de Manchester United. C'est là où tout est la force du montage financier. Une fois le club sorti, ils ont eu besoin à un certain moment de financement quand même, parce que il a fallu notamment entretenir le club, et là, même logique, impossible pour les Glazers de mettre un sou de leur poche. C'était pas la logique. La logique, c'était que c'était au club de sortir les sous pour entretenir le club. Donc, on a fait notamment en 2008 et il y a en 2018, si je dis pas de bêtises, on a fait ce qu'on appelle les obligations. Donc, en fait, on est allé chercher des prêts. Pendant 10 ans, on a payé les intérêts, et au bout de ces 10 ans, quand c'est une obligation, on rembourse tout le capital en une fois. C'est des gros montants. Hein. De tête, on a emprunté 500 millions de livres à l'époque, hein, un gros montant.
Du coup, en 2018, on avait ce montant à rembourser en entier en une fois, puisqu'on avait payé que les intérêts étalés sur 10 ans. On a fait un second prêt de même nature pour pouvoir indemniser le premier, refaire une seconde obligation et repartir sur un deuxième. Donc voilà. Et c'est à peu près à la même époque, j'ai plus la date exacte en tête, où les Glazers décident de remettre le club en bourse. Cette fois chez eux, aux États-Unis. Et quand ils remettent le club en bourse, c'était tout simplement un moyen pour lever des fonds, ni plus ni moins, il n'y avait pas d'autre raison. Ils décident de céder à peu près, j'arrondis les chiffres pour la simplicité, parce que comme a dit Antoine, il va y en avoir beaucoup, donc pas besoin de donner des chiffres très détaillés, le tout c'est vous gardiez la proportion. Grosso modo, à l'époque, ils mettent à peu près 30% du club en vente pour n'importe qui souhaiterait acheter des actions, vous, moi et surtout J'en ai les acheté. gros investisseurs. Voilà, les gros investisseurs étrangers surtout, mais qu'importe pour tout le monde. Par contre, eux ont gardé 60%, mais ils n'ont pas gardé les mêmes types d'actions. À ce moment-là, ils ont fait quelque chose qui est pareil, qui est légal. On parle d'action A et action B. C'est très important comme notion. Essayez de vous en souvenir parce que les actions B sont les actions des Glazers. Et elle a une particularité. Elle a le même prix. Elle vaut tout pareil que simplement, une action partout, ça fonctionne comme ça, donne droit à un vote. Ça, c'est pour les actions A. Une action, un vote. Pour les actions B, une action donne droit à 10 votes. Ce qui fait que, en fait, en ayant 60% du club, potentiellement, c'est comme si tu avais 600% de votes. Donc, autant te dire que tu es obligatoirement majoritaire. Ils sont pas idiots, parce qu'en fait, on va y revenir plus tard quand on en parlera, on dit toujours les Glazers. Ils sont plusieurs, c'est une famille. D'ailleurs, c'est un des problèmes du rachat actuel, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord. Et vu qu'ils sont souvent pas d'accord, ils peuvent voter tous différemment. Donc, c'était important pour eux d'être capable d'avoir un gros montant quand ils votent pour être sûr que les actionnaires minoritaires, les 40 autres pourcents, même en se ralliant à l'un d'eux, ne deviennent pas majoritaires. Donc, d'où l'importance que chacun avait un gros volume de vote, de leur point de vue. Donc, cette notion, elle est très, très importante. Donc voilà, donc là, on en est là. Ils ont réouvert, là, je vous ai dit, donc 60-40, souvenez-vous, la répartition, en fait, aujourd'hui, elle est un petit peu différente parce qu'ils ont réouvert une partie, ils ont refait une levée de fonds il y a 2-3 ans à peu près, ils ont refait une levée de fonds donc ils ont rouvert des actions à l'achat. Ça a permis de lever des fonds. Pour les petits chiffres, et après je donne la parole, donc aujourd'hui le club est en vente, on le sait depuis le 22 novembre 2022, donc ça va faire un an bientôt, le mois prochain. Donc c'est la vente officielle. Le 17 février 2023, les premières offres officielles sont tombées. Je vais parler uniquement celles de Ratcliffe et de Jassim. Il y en a eu d'autres, mais qui ont été très vite écartées, donc on n'en parlera pas besoin d'embrouiller plus. Le 28 février, donc 10 jours après, 11 pour être exact, le premier rejet des Glazers. Niet, ils veulent pas ce qui était proposé. 10 mars, 10 jours après, donc les deux investisseurs réaugmentent leurs offres. Ça va toujours pas, mais à l'époque, Manchester United, les Glazers avaient annoncé une date limite qui est repoussée de à peu près 20 jours par le club, pour laisser autant aux deux prétendants de réactualiser une troisième fois leur offre. Donc là, on est déjà sur la troisième type d'offre et on est qu'en avril. Donc en avril, c'est là où Ineos, Ratcliffe, on sait que les deux sont ensemble, changent leur manière d'offre. Donc je vais parler un petit peu des offres. Jassim, donc la personne qui s'est retirée aujourd'hui, qui venait du Qatar, elle, depuis le début, proposait certains montants. Elle a démarré à 3, 4. Les montants ont jamais été... ça a toujours été des estimations. On n'a jamais connu les montants exacts. Mais surtout, elle a proposé un montant en cash en une fois pour tout racheter et passer à autre chose. Ratcliffe, Ineos, dès le début, ce qu'ils ont proposé, c'est 51% du club. Ils ne voulaient pas faire un rachat complet dès la première offre. Ça ne les intéressait pas d'avoir tout le club. Et eux, ils proposaient de racheter uniquement certaines actions. Donc, dès le début, les deux montages d'offres ont été différentes. Le montant nominal pour Jassim était plus élevé. Par contre, par action, le montant d'Ineos était plus élevé. Donc, en fait, d'un point de vue Glazer, l'offre d'Ineos a toujours, dans la course, été plus importante pour eux. Parce que je vous rappelle que Jassim propose entièrement le rachat du club. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Glazers n'ont que, entre guillemets, 60% du club. Donc déjà, quant à l'offre complète de Jassim, tu sais qu'il n'y a que 60% de l'offre qui leur va à eux, le reste va à d'autres personnes. Donc en fait, il faut bien penser à ça, parce que du coup, ça change le point de vue de l'offre de Jassim, puisqu'elle n'aurait pas entièrement dédié. Alors que dans l'offre d'Ineos, il va choisir un volume entre ce qu'il va acheter aux Glazers et ce qu'il va acheter aux autres. Et c'est là-dessus où ça se joue. Pour eux, c'est très important. Pour finir sur les dernières petites dates, donc le 28 avril, record d'offres de la part de Jassim, il propose 5 millions d'euros. Milliards, 5 milliards d'euros, qui est l'offre la plus élevée dans le monde du sport, tout court. Puisque, si je dis pas de bêtises, la dernière offre la plus élevée pour un club de sport, c'était 4,8 millions, c'était de la NFL. J'ai pas noté le nom du club, mais voilà, c'est ça. Donc là, on était monde. Ouais, c'est ça, je crois.
C'est ça. Donc là, à 5 milliards, pardon, je vais pas y arriver, on était le club le plus riche, enfin, le plus cher du monde, tout sport confondu. Ouais, le sport que vous voulez. Refusé. Donc voilà, refusé, offre refusée, 16 mai. Jassim, malgré les 5 milliards, on apprend qu'il rehausse une dernière fois l'offre, mais on reste sur une base de 5 milliards, donc on ne sait pas ce que c'est cet apport, mais il y a quelque chose en plus qui est donné. On ne sait pas si c'est de l'argent, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est des parts, est-ce que ça ne filtre pas. 7 juin, dépôt de bilan, tout le monde sait, en fait, aujourd'hui, ça a leaké formellement, on sait, mais en vrai, on le sait déjà depuis un peu avant le juin que l'offre de Jassim ne tenait pas. 7 juin, ça commençait à parler que ça ne tiendrait pas. 14 octobre, donc hier, c'est officiel, le Jassim se retire officiellement, laissant la place entièrement à Ineos. Et son offre de 25%, qu'on ne sait pas comment elle sera modulée. Pour l'instant, on partirait sur un 12,5 pour les Glazers, 12,5 pour tous les autres, donc potentiellement Antoine. On va savoir sur le rachat. Peut-être que j'ai plus d'action dans une semaine. Donc... Peut-être, il ne sait pas. Mais ils me rendront mes 1500 balles. Voilà, ça reste une supposition. Donc, a priori, ça partirait sur 12,5. Pour vous donner juste une idée, on dit 25%. 25%, ça représente 1,7 milliard de dollars. Le club est valorisé à 3,3 milliards de dollars et Ineos en proposerait 1,7. D'accord ? Voilà, et dernière petite chose, les Glazers en vente unique voulaient 7 milliards de dollars du club, et Jassim, quand tout à l'heure je vous disais 5 milliards, je parlais en livres, Jassim en dollars parce que le club est à New York, en bourse, donc il faut parler en dollars, et l'offre de Jassim était donc à 6 milliards au lieu de 7, et les Glazers ont donc refusé la vente pour ce dernier milliard qui manquait. En sachant que l'offre de 1,7 milliard pour 25% du club, on n'y arrive quand même pas au 7. Donc, exactement. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne connaît pas comment c'est modulé et à quel prix ils rachètent en fait les actions. Alors, on ne sait pas quelles actions ils rachètent et tout. Les premières infos, comme tu as dit, c'est 12,5 sur les 25%. Donc 12,5, c'est moi et d'autres fonds d'investissement vont être bien plus touchés que moi. Et 12,5 les Glazers. Donc les Glazers, selon ces informations-là, qui restent à être confirmées sûrement sur le prochain bilan comptable, je pense pas qu'on aura d'infos sur ce genre de choses avant. Garderait quand même 57% du club. Donc largement la majorité. Selon les informations qui fleurissent partout, mais qui ont l'air de toutes concorder, donc de Mike Keegan, qui a été très proche du processus, Simon Stone, même le Dickinson Time, le Time Business, Fabrizio Romano, en fait tous les fiables, en fait il a été d'accord, Radcliffe, de surpayer. Il sait très bien que c'est largement surpayé. Déjà, l'offre du Qatar à 6 milliards, c'est largement hors sol par rapport à ce que vaut le club d'après Forbes. C'est complètement surréaliste. Bref, donc il était d'accord de surpayer et faire ses 1,7 milliards. Moi j'ai dit 1,4, mais moi je les ai en livres sterling. Donc 1,7 milliards. Parce que avec ces 1,7 milliards, il va prendre possession du sportif. Alors, pour donner un tout petit peu la parole à Mohamed, parce que comme ça va lui permettre de rebondir sur quelque chose, sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis justement qu'il surpaye, c'est parce qu'en fait, quand tu dis que Forbes nous classe, en fait, on a notre valeur qu'on a grâce à notre équipe, grâce à nos actifs, notre patrimoine immobilier, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des dépenses qui vont arriver, qui sont notamment nos infrastructures qui sont en très mauvais état. Et là, je passe la parole à Mohamed, qui est allé au stade il n'y a pas si longtemps que ça et qui a vu de ses yeux l'état des infrastructures. Donc, si tu veux nous en dire 2 mots. J'étais un peu choqué pour pas vous mentir. Et on avait aussi vu une vidéo qui datait de l'année dernière ils avaient remis un coup de peinture parce que le rouge commençait à devenir assez palo. Mais on a tous vu aussi la vidéo d'il y a à peu près une semaine ou 10 jours, là, le dernier match. Juste avant, ouais. Le supporter qui filme, il est assis à une place et il y a de l'eau une chute au niveau du toit, il y a de l'eau qui coule sur lui. Sans parler de l'interview de Cristiano Ronaldo l'année dernière, presque il y a un an, là, jour pour jour, où il disait que il a l'impression d'avoir fait un pas 10 ans en arrière, au moment où il avait quitté le club. Les infrastructures, elles n'avaient pas changé. Il avait parlé de la piscine, les cuisines. Donc malheureusement, c'est ce qui me dérange un petit peu. Je sais pas si on en parle tout de suite ou après. Dans l'offre d'Ineos, contrairement à celle de Jassim, c'est que il n'y a pas forcément dans un court, moyen, voire même long terme, je sais pas,
d'investissements qui seront alloués à la partie infrastructure, en fait. Ce sera et ça, fait... c'est un petit peu... Ce sera du moins, ça n'a pas été déclaré. alarmant, mais... De toute façon, ce sera fait par le club. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je crois que c'est Rob Dawson qui disait qu'avec parce que le processus aussi d'amélioration des infrastructures a été mis en pause en attendant de savoir qui va les racheter, et que le fait que le Qatar se retire, ça va enclencher plus ou moins le processus de rénovation du stade, qui ne sera pas un nouveau stade, mais qui sera rénové pour, je sais plus le montant, donc j'ai pas envie de dire une bêtise, pour un montant conséquent. Donc Ça va être dur à rénover. Hein. Bah, franchement, pour l'avoir vu de mes yeux, les gradins, les escaliers pour accéder aux gradins, l'intérieur, c'est très compliqué. La façade est très belle. Et quand tu es à l'intérieur, c'est autre chose. D'ailleurs, juste pour qu'on essaye peut-être de limiter l'abus de langage, on ne parle plus de rachat. Hein. Non, c'est un investissement d'Ineos, on ne se fait pas racheter. Merci, merci. Quand j'ai vu, il y a même des sites très connus, sportifs, qui ont marqué que le mot rachat, c'est un apport de capital. En fait, finalement, après, je pense que dans le club statement là, ils vont pas se rater de toute façon. Ils avaient mis rachat, enfin ils n'avaient pas parlé de rachat, ils avaient mis investisseur potentiel. Ouverture de capital, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais juste pour faire le parallèle, on en a parlé en off, mais je vais le dire maintenant. Il y a des, corrige-moi Antoine, je sais plus c'est qui en tout cas, j'ai plus le nom en tête, ou en tout cas comment on appelle ça. Il y a des gens qui vont porter plainte, qui vont ramener l'affaire en justice parce que les Glazers ont profité de cette situation pour faire de l'argent, alors que ils savaient très bien potentiellement qu'ils n'allaient pas vendre le club. Donc il va y avoir des enquêtes car ils se sont rendus compte que en fait ils ont annoncé de manière très maligne l'ouverture de capitaux, on dira, en mettant en avant une vente du club. Ils ont joué avec les informations en sachant que bref, et ils ont profité en gros de ce moment-là pour vendre des actions. Et donc, se faire de l'argent, ça peut être considéré, il va y avoir une enquête, ça c'est sûr, comme de la manipulation de marché. Tu peux même faire du délit d'initié, tu peux aller assez loin. Il faut savoir que, en plus des fans, en plus d'une bonne partie des fans, le monde de la finance et les gens qui sont rattachés financièrement à Manchester United ne sont pas contents du tout de ce qui s'est passé depuis la gestion. depuis 6 mois, c'est sûr, mais surtout des décisions qui ont été prises et du refus, parce que si Jassim, on a l'impression que c'est mon meilleur pote, mais si le Qatar avait acheté le club, il y a plein de personnes qui auraient fait une belle plus-value. Alors que là, eux, ils vont se gratter, quoi. Donc, et que les seuls plus ou moins qui encaissent, ceux qui encaissent la plus grosse partie du gâteau. Sans surprise, ce sera des Glazers. Ce qui est normal, hein, dans le profil, ils ont 69% du club, donc. Juste pour finir sur le sujet ça leur ressemble de toute façon, hein. C'est leur façon de faire. Hein. Ils l'ont jamais fait pour. Ils n'ont jamais pris aucune décision pour les fans. Autant on peut les détester, mais franchement. C'est des génies. En businessman, ce sont des génies. Après, au niveau éthique, on peut en discuter. Mais... ce sont des génies, et le plus fort, c'était le papa, et le papa est parti. Il est décédé, à son âme, mais c'était lui le plus fort. Et juste pour finir, donner un chiffre sur la partie infrastructure, quand Antoine, Mohamed, Cédric et Adama n'ont pas encore pris la parole, mais moi aussi, sur le sujet, quand on vous dit que ça coûte cher les infrastructures et que dans le prix d'achat, ça compte énormément, le Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea pour ceux qui ne suivent pas, quand ils se sont fait racheter, Chelsea, il y a quelques mois, il y a un an maintenant, parce qu'ils ont été obligés de vendre suite à ce qui s'est passé en Russie, ils se sont fait racheter, et en fait, le montant, c'est un double montant. Le club a été acheté 2,5 millions d'euros, avec une obligation, 2,5 milliards d'euros, avec une obligation pour l'acheteur, parce que ça a été négocié comme ça, de dépenser en plus 1,5 milliard pour les infrastructures, parce qu'ils ont des infrastructures qui sont aussi vieilles que les nôtres. Et ils ont rénové, ils ont pris la décision de rénover, je crois aussi. Hein. Voilà. Bon, parce que c'est pas facile pour trouver un terrain. C'est ça. Donc on dit bien 1,5 milliard d'euros. Donc pour Stamford Bridge est à peu près la taille d'Old Trafford, pas tout à fait, mais à ce niveau-là, c'est pas ça qui joue. Ouais, c'est un peu plus petit, mais ça se joue pas beaucoup. Ça coûte aussi moins cher à Manchester qu'à Londres, donc ça change pas grand-chose. Voilà, donc ça se compense. Et du coup, imaginez bien que Chelsea a un engagement de 1,5 milliard de livres. Donc en fait, ça te ramène pas à 2 milliards de dollars, mais presque.
Et je vous rappelle que l'offre du chèque était de 6 milliards. Donc, en fait, c'est-à-dire que si tu pars sur ces 6 milliards, il y en a peut-être déjà 2 qui étaient dédiés aux infrastructures. Non, il a dit justement. Non. C'était hors infrastructure. Hors infrastructure, il a hors infrastructure, ouais. En tout, d'accord, hors infrastructure. En tout, son offre et aux alentours de 8. C'était aux alentours 8 milliards. Son plan. 8. Alors non, ça marche pas parce que du coup ça devait être 9 parce que je rappelle que notre dette, parce qu'en fait les gens calculent très mal notre dette. 8 milliards de livres. Voilà, non mais ils annoncent toujours notre dette à 800 millions à peu près, mais à chaque fois ils oublient le prêt d'obligation, ce que je vous ai parlé au début, qui sera remboursable maintenant dans 6 ou 7 ans d'un coup, et ça tu es obligé d'en tenir compte parce que dans 6 ou 7 ans, on va devoir donner tout ce capital en une fois, et en fait notre dette elle est plus proche du milliard que des 700 800 millions. Si tu prends toutes les dettes de... Ah, putain, j'ai pas le terme. D'opération, donc ce qui est lié au transfert, ce qui est lié à tout. On a un wagon des dettes comme ça. On arrive au milliard. Ouais. Et quand tu parlais des prix, après on va peut-être arrêter de parler de prix, mais l'estimation pour la rénovation de Old Trafford et Carrington, qui est catastrophique aussi, tout ils estiment à 2 milliards. Voilà. Donc on parle pas de petits sous 2 milliards de quoi? Alors, je suis pas sûr. On est en livres, je pense. Je pense que c'est en livres. Et, donc un peu plus en dollars. Et on en reparlera vers la fin du podcast sur le sportif. Il y a un effectif à renouveler. J'espère qu'on aura le budget pour racheter, pour pouvoir enfin avoir un chef médecin. Mais donc on l'a recruté, chef médecin, c'est pas mauvaise blague. On l'a pris à Arsenal. Donc voilà, Adamant, t'as pas trop entendu. Toi, ton ressenti quand t'as vu la news hier en fin d'après-midi? Légèrement effondré. Je me suis dit, mince, on sera pas sous pavillon qatari. Mais après, en prenant un peu de recul et en regardant bien, surtout en plus avec les chiffres qui tournent en dollars, en livres, en euros, je suis un peu déçu en fait des Qataris. Parce que, ok, la valorisation du club est ce qu'elle est, aux alentours de 3,5 milliards de livres, je crois. T'inquiète. Dollars. Et lui proposait quasiment le double. Oui. Sauf que c'était pas intéressant pour les Glazers. Mais eux ont la capacité de pouvoir satisfaire les Glazers. Donc, s'ils voulaient vraiment le club, ils auraient pu faire cet effort-là. Là, je parle en tant que supporter. Et je me dis, dans un monde idyllique. Malheureusement, ça se passe pas comme ça dans les affaires. Mais s'ils voulaient vraiment le club, ils auraient pu poser, ils posent les 10 milliards tout de suite et on voit comment. Tu peux pas. Je sais que tu peux pas, mais en fait, ils auraient pu faire cet effort-là. Et même déjà de faire une meilleure offre que Radcliffe. Après, il y a eu au moins 3 ou 4 meilleures offres à chaque fois, nouvelles offres. Oui. Après, surtout. Après, c'est pas de l'utopie pour le coup, c'était surtout de la folie. Parce que si l'évaluation, elle est à 3,5. Comme tu as dit, ils ont plus que doublé. Malgré ça suffit pas. Je veux bien que tu aies toute la volonté du monde, mais après, on parle l'argent. Comme on est rentré dans les détails techniques, en fait, parce que en fait, avec l'offre de Radcliffe, eux, ça les intéresse plus financièrement. Donc, en fait, il fallait essayer de les contenter financièrement. Je sais pas comment tu le fais après techniquement, mais en fait c'était ça le plus gros problème, le plus gros obstacle, c'est de satisfaire les Glazers. Et ils auraient dû au moins faire le maximum du maximum pour les satisfaire. Je suis pas sûr. Ou au moins de concurrencer l'offre de Radcliffe. Ça dépassait l'entendement. Ils ont fait. Toi, si tu prends dans l'histoire, les 3 plus grosses offres de l'histoire du sport de rachat, c'est les 3 qui ont été refusées. Et je suis pas sûr que même s'il avait rajouté 500 millions, ils auraient quand même pris l'autre. Parce qu'en fait, quand tu vois tout le process et tout ce qu'ils expliquent, tu vois quand même que en fait, ils voulaient pas vendre. On en revient à un des premiers podcasts où Jérémy et même moi, on avait cette petite crainte que ce soit un coup de poker. La d'or Manchester, les gars. C'est ça qu'en fait, il faut comprendre. C'est que c'est plus intéressant pour eux de garder les revenus annuels que de vendre en one shot. Et ils avaient plus besoin d'apport d'argent que de vendre. Surtout que Abraham et Joel, les 2 cancers de Manchester United, eux n'avaient aucune envie tout court de vendre le club. Et qu'en faisant ça, ils ont touché une somme énorme. Ils restent à la tête
Et eux, ils préfèrent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont quand même vendre le club avant qu'ils doivent rembourser toute la dette. Vous verrez sûrement dans 5-6 ans. Mais qu'est-ce qui empêche les Qataris de faire la même chose que Ratcliffe? Parce qu'il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. 100%. Parce que, et ça, je suis d'accord avec eux, eux, ils n'achètent pas pour faire un mariage avec les Glazers et puis avoir les problèmes. Et en sachant que c'est toi qui ramènes les fonds, qui règle les dettes, qui règle le stade, et que eux, ils restent à la tête et puis ils touchent les dividendes. Non, je les comprends totalement. Hein. Pour te répondre, Adama, il y a aussi en fait quelque chose qui est tout bête, mais Ratcliffe, il avait déjà, lui, je pense, une vision plus claire de l'investissement que ce qu'avait le Sheikh, qui, lui, avait plutôt une vision d'achat, à avoir une propriété, alors que l'autre, il voyait un investissement. Donc déjà, je pense qu'il est il parle déjà mieux le même langage que les Glazers. Et quand tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il n'a pas proposé plus? Je le rappelle parce qu'on l'a pas dit ici, donc c'est pas vraiment un appel, c'est une info, mais certains le savent. Le Sheikh n'achetait pas en nom propre. Il achetait via un fonds qui est composé de plusieurs personnes, voilà, qui s'appelle 92, soi-disant en référence à la génération 92 de Manchester. Ça, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Lui est un vrai fan de Manchester, en tout cas, il a été. Lui est fan, mais est-ce que tous les gens qui sont dans le fond sont fans? Pas comme l'escroc d'Ineos qui te fait croire que c'est un enfant de Manchester, qui te fait croire que c'est un fan du club, mais qui a un abonnement annuel à Chelsea, qui a essayé d'acheter Chelsea et qui a essayé d'investir dans Barcelone. Et là, je parle des 18 derniers mois. L'enfant du club. Lui, c'est un investisseur. Il voit pas le club comme. Mais même le club comme un investissement. Même si on parle d'investissement, les 1,7 milliard de dollars pour 25% du club, c'est une aberration. Ah oui, c'est très cher. Ah, faut pas croire, hein, Ineos, si c'est une offre, on se rend pas compte à quel point l'offre, elle est énorme. Hein. Dans le monde du sport, c'est une offre énorme. Parce que, comme tu dis, on est en train de parler de pas loin de 2 milliards pour avoir un quart de club. Essayez de voir dans les dernières ventes si un jour ça s'est passé qu'un mec il lâche 2 milliards pour n'avoir qu'un quart. Et en plus, en ayant les clés que du sportif maintenant. Et en n'ayant pas, je le redis, souvenez-vous, en termes de décision, il y a les actions A, les actions B. A priori, son offre de 25%, elle n'est pas 25% sur les actions B. C'est-à-dire que même aux décisions, il n'aura pas les votes majoritaires de par sa position. Après, il n'y a pas beaucoup de décisions qui nécessitent la vente du club déjà. Oui, mais de toute façon, maintenant, déjà avec ça. De toute façon, la vente du club, ouais. En fait, il y a quand même un truc, c'est que si les Glazers, dans 3 ans, ils veulent vendre. Alors, il faudrait voir le contrat, de toute façon, comment ils vont négocier. Oui, il va y avoir des clauses. Et de toute façon, Ineos sera prioritaire à tout, mais s'ils veulent vendre à quelqu'un d'autre une partie de leurs actions. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur Ineos, parce que c'est pas des. Là, on présente les Glazers comme des gens très intelligents et Ineos comme quelqu'un qui vient qui surpaye. Ineos ne sont pas des gens idiots. Hein, parce que Ineos, actuellement. Dans le sport, oui. Dans le sport, oui. Ils ont l'équipe Sky en cycliste. Ineos, je pense que le cyclisme est un des sports qui ramène le plus au monde, le cyclisme. Oui, mais depuis qu'il y a Ineos, quand c'était Sky gagnait tout. Depuis qu'il y a Ineos, ils ont gagné qu'un seul vrai grand tour, le Tour de France avec Bernal. Ouais, après, il y a eu des problèmes de dopage entre-temps avec Froome. Alors ça aussi, il n'a jamais été chopé. Donc, sportivement, catastrophe. Ils ont acheté Nice, sportivement, catastrophe. Ils ont acheté Lausanne, sportivement, catastrophe. Ils font croire qu'ils sont Mercedes, mais c'est juste un sponsor comme un autre. Un gros sponsor. Mais et depuis qu'ils sont là, alors c'est pas, ils sont pas responsables. C'est Red Bull qui gagne. Donc au niveau sportif, et c'est peut-être après on va réaxer là-dessus hein, quand on parlera de cette vente-là et de surtout l'impact qu'aura Jim Ratcliffe sur le sportif, c'est que depuis qu'Ineos s'est décidé de faire un peu de greenwashing en investissant dans le sport, il n'y a pas eu de réussite ou peu de réussite. Et encore plus dans le faut avoir pas mal d'échecs. Et là, je parle d'un point de vue général, parce que par exemple, dans le cyclisme, c'est encore plus que le foot. Si tu as le bon coureur qui reste chez toi, comme il n'y a pas Pogacar qui est avec UAE ou Vingegaard qui est t'es mort, quoi. Donc tu peux mettre l'équipe que tu veux derrière, bonne chance. Bref, mais dans le foot, ils ont acheté 2 équipes, Nice et Lausanne, dans 2 championnats qui ne sont pas dans le top 4 en Europe. Le championnat suisse qui est, je crois, évalué 10e ou 11e, où ils font l'ascenseur entre la première et la deuxième division avec une des plus grandes villes du pays. Nice, où là, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même tout sauf glorieux depuis qu'ils sont là. Et en fait, les résultats étaient mieux avant qu'ils soient là, donc attention. Juste peut-être demander à Cédric ce qu'il pense, lui, des infos, parce qu'il n'a pas encore eu la parole.
Cédric, ton ressenti avec les informations qui sont sorties hier et qui vont affluer ces prochains jours, hein, de toute façon. Bon, je suis assez consterné. Bon, en fait, c'est pas un rachat, c'est une prise de participation. Bon, effectivement, vous avez relevé un premier abus de langage. Mais en plus, là, j'ai relevé un deuxième abus de langage de vous. C'est vous parlez d'apport d'argent frais, pas du tout. Il n'y a pas d'augmentation de capital. Hein. Donc, c'est vrai en plus. On change le décisionnaire. C'est un peu. Bon, il y a des actions qui changent de main, mais pour le club, il n'y a rien. Alors, on pourrait dire, les Glazers ne géraient pas très bien le sportif. Bon, c'est pas mal qu'il refile la main à quelqu'un d'autre, mais le problème, c'est qu'il la refile à quelqu'un qui, pour l'instant, n'a fait que des conneries. Bon, après, peut-être que les gens normaux, ils apprennent de leurs erreurs, mais alors, est-ce que Ineos va en tirer des leçons? Je sais pas. Après, et puis aussi, je voudrais savoir, bon, Jacine, c'était un chèque avec des moyens. Mais je me demandais si Ineos, c'est un chèque sans provision. Enfin, est-ce que c'est comme les Glazers, ils achètent avec de l'argent qu'ils ont, ou c'est un nouveau LBO encore? Alors non, c'est pas un LBO, ça c'est sûr. De toute façon, il y a un emprunt sur ce genre de personne à 1,4 milliard en cash sur son compte en banque, ça c'est sûr. Même des grosses sociétés, peut-être Apple, peut-être à la limite. Et encore. Mais de toute façon, c'est un emprunt, mais ça, après c'est financé. Ça va pas être comme les Glazers, parce que c'est pas un LBO. Mais par contre, tu as bien dit un truc, c'est que c'est pas du tout un chèque sans fonds, c'est pas les fonds Ineos. Moi, j'ai pas encore vu une seule fois Ineos communiquer. Hein. Donc, alors, bien sûr, c'est Jim Ratcliffe qui est le propriétaire d'Ineos. Je me suis pas honnêtement penché en profondeur sur le conseil d'administration d'Ineos, en sachant que je crois qu'il y a de l'argent qui vient d'Arabie Saoudite dans Ineos. Alors, oui, mais par contre, Ratcliffe est propriétaire principal. Oui, il est très, très, très largement majoritaire. C'est pas un ensemble de plusieurs personnes. Ok, donc c'est vraiment son bébé. Après, préparez-vous à avoir un joli maillot avec Ineos. Non, on vient de signer avec Snapdragon, donc il n'y a aucune chance. Mais et ils n'ont pas intérêt, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Oh, tu le vois pas arriver le contrat de sponsoring évalué à 100 millions annuels pour augmenter les fonds pour. Ouais, tu peux pas faire du. Ouais, tu pourrais. Mais bah oui, mais. tu pourrais. Bah il l'a fait avec Nice. Lausanne, c'est aussi ça. Hein. Nice, c'est Ineos le maillot, donc. Ouais, et Lausanne, c'est aussi Ineos, donc voilà. Après Nice, il y avait, alors Lausanne, non. Nice, ça s'explique un tout petit peu parce que, pour votre info, le siège social d'Ineos est à Monaco. Donc Nice est à 25 km. Donc si ton sponsor est local, c'est bien aussi dans cette situation. Lausanne, ça s'explique un petit peu moins. Ouais, parce que Lausanne, je pense qu'ils ont racheté le club de millions maximum, donc voilà. Mais après, peut-être, on va peut-être essayer de passer sur la suite. Parce que Cédric, tu as bien lancé sur sportif là, sur le ressenti sportif. Aussi, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle. Il met beaucoup d'argent pour, effectivement, le prix est délirant pour juste une petite participation. Bon, je pense qu'ils doivent comparer le montant des droits sportifs payés pour le foot avec le montant des droits sportifs payés pour la NBA, la NFL, la NHL peut-être, et ils se disent que le foot, ça devrait générer plus. Et à mon avis, ils parient sur une inflation des droits sportifs, mais je suis pas sûr que ça se fasse. C'est un pari risqué. Je suis d'accord avec toi. C'est pas oublier le prochain format de Ligue des Champions, le projet Super League qui n'est pas encore mort totalement. Donc, vous partez du principe qu'on va se qualifier en Ligue des Champions, sachant que maintenant on a de la concurrence avec Tottenham, voire un Newcastle. Et Chelsea. Et Chelsea. Et tu peux pas dire voir Newcastle. Hein. Là, aujourd'hui, tu es obligé de compter Newcastle. Si sportivement, ils sont pas concurrents, il y a un problème. Non, en fait, je voulais dire Brighton. Avant ça, je voulais dire Brighton, mais non, Brighton, non. J'allais vous dire, sans compter Brighton qui travaille beaucoup mieux que nous. Mais ce que je veux dire, c'est que Brighton est un concurrent sportif. Newcastle, c'est un concurrent structurel. Oui. C'est un big, il rentre dans le big. Sans parler du fait qu'il y a déjà pas mal d'infos qui sortent que le Qatar va acheter un club en première ligue. Et, alors là, bonjour. Et que vous voulez ou non, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent je voulais pas être propriété, je voudrais pas que mon club soit détenu par un État comme le PSG, comme Chelsea, comme le PSG, comme City, comme Newcastle et tout. Mais quand tu vois ce que ça fait à Newcastle,
tout, faut pas rêver. À court terme, on est dans une situation qui est compliquée. Aujourd'hui, on parle même plus de concurrencer City. Non. Bah, ça veut dire, on n'a jamais parlé de concurrence City. Oui, mais sur du ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Rappelle-toi quand Moïse avait osé dire ça et il s'était pris une déferlante à l'époque. Ouais, mais c'était une autre époque. Pourtant, quand il a dit ça, l'année d'avant, on gagne le titre. Donc quand même, c'est pour ça qu'il a pris. Non, mais c'est pour ça que je dis justement. Oui, mais après, moi, je me méfie toujours parce qu'en fait, il avait aussi une vision à l'intérieur de ce qui se passait parce que, alors bon, on va pas en parler. C'est juste, je dis une phrase là-dessus parce que bon, vous savez, moi, j'ai un affect pour Moïse, je m'en cacherai jamais. Et c'est, pour moi, il a une qualité extraordinaire de gestionnaire et que peut-être qu'il a vu certains problèmes de gestion en interne. Et que ce qui lui est arrivé, moi, je pense qu'il y a quand même une partie, quoi qu'il en soit, c'est parce qu'il se passait en interne. Il y a eu des problèmes. On va peut-être pouvoir passer, faire une transition sur ce qui se passe dans le sportif. Donc, les informations on attend toujours de toute façon un Les bonnes nouvelles. Tu pourrais appeler ça les bonnes nouvelles parce que finalement, c'est le seul peut-être l'éclaircie. C'est l'éclaircie dans le nuage noir. Le moins pire dans la nouvelle, en fait. Le moins pire. Donc, d'après les news, toujours, on écoute ce que disent Simon Stone, Romano et toute la clique des fiables, on dira. Et Mike Keegan qui était excellent là-dessus et The Athletic, bref, toute la bande. Il va acheter, ça va être voté au conseil d'administration cette semaine, donc il va prendre 25% du club et la tête du sportif. Et il sera décisionnaire sur le sportif, il va pas prendre la tête du sportif, décisionnaire sur le sportif. À la suite de ça, il va y avoir un audit de 100 jours qui est annoncé. Ces 100 jours-là, ce qui est parfait, c'est que ça nous met déjà en dehors du mercato d'hiver. Donc, c'est déjà super moment. Mais bref, de toute façon, Manchester United a annoncé qu'il ne voyait pas le mercato d'hiver comme une fenêtre de renfort de mercato. Déclaration honteuse. Mata et Matic ont dû apprécier. Non, mais aussi. non, mais moi, ça me dérange pas parce qu'au moins, ils sont honnêtes et on voit et on comprend ce qu'on voit depuis. Mais tu peux te permettre ce genre de déclaration quand tu te bosses bien l'été. Non, mais même moi, ça me dérange pas qu'ils disent ça. Vraiment, parce qu'au moins, c'est une des seules déclarations où on voit qu'ils disent la vérité. Parce que ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Tu lis leurs intentions, je suis d'accord. Exactement. Mais bref, donc voilà. On peut partir du principe, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que si tu payes autant cher pour avoir les clés du sportif, ce que voulait tout depuis le début Radcliffe, ce n'est pas pour garder ton régime actuel, qui est sous-performe en plus. Sous-performe. Je veux pas me mettre à 100% parce qu'avec ce club, comme a dit Mohamed avant, on ne sait jamais, mais ça n'aurait aucun sens. Aucun. Il y a des choses qui ont peu de sens dans notre club, mais ça n'aurait aucun sens que Ineos et Radcliffe fassent tout ça pour avoir les clés du sportif pendant 3 ans. C'est tout ce qu'il aura sur les 3 prochaines années, au moins. Donc, qu'ils fassent tout ça pour faire un audit, pour dire ah non, mais en fait, Murto, ça va. Alors que toute la ligue se fout de nous d'après les news de Rob Dawson d'ESPN. Donc, bref. Donc, Murto devrait sauter. Arnold a les fesses qui chauffent. Ça, de toute façon, les deux, c'est des informations qui étaient déjà. Tu peux juste rappeler pour nos auditeurs qui sont peut-être pas tous au niveau des noms ce que fait Murto et ce que fait Arnold chez nous, de manière simple, en une phrase. Alors, c'est difficile à expliquer parce que je sais pas. Tu sais. Il est CEO. Professeur de Woodward. Exactement, c'est le CEO. En gros, c'est le boss. C'est le premier en tout du conseil d'administration. Et Murto, il fait pizzaiolo. Il utilise les miles de l'entreprise pour aller en été à Turin ou à Barcelone pour les mercato. Et il est très fort pour trouver des excuses. Non, mais Murto, c'est notre directeur sportif qui est arrivé au club en 2013 déjà, qui avant d'être le directeur sportif qui a été mis en place par Woodward à l'époque, c'est le dernier cadeau que nous a fait Woodward, il était mis en place directeur sportif. Avant ça, il était responsable de l'académie et c'est sympa de voir que quand il est parti, qu'il est là, on n'a plus jamais gagné un titre et quand il est chez les jeunes, hein, et depuis qu'il est parti, Everton a déjà gagné 2 titres. Et depuis, donc c'est magnifique de voir ça. Bref, donc Murto est directeur sportif. Les bruits qui sortent, qui vont devoir être confirmés, mais c'est des informations et des noms qui sortent depuis presque une année déjà. Donc j'ai tendance à le croire et c'est des gens qui sont proches de Sir Jim Ratcliffe. Donc il y a 2 possibilités. Je commence par celle qui
peut faire paniquer tout le monde ou par celle qui pourrait être positive? Non, panique. La panique qui on finit sur le positif, toujours. Donc il y a un nom, tous les fans de Manchester United, il faut vraiment se méfier d'un seul nom, c'est Sir, aussi, Dave Brailsford, qui justement est le responsable, ou qui était, je ne suis pas sûr, mais qui, je crois qu'il est encore, responsable de l'équipe de cyclisme, et que Ineos, avec Jim Ratcliffe, a eu l'excellente idée de mettre à la tête du sportif de Nice. Donc, je vous laisse aller... Tu peux juste rappeler le lien entre lui et Ratcliffe? Je peux pas te dire le lien de base, honnêtement. Pas son meilleur pote, là? Non, je crois pas, non. Mais je dis c'est son meilleur... Ouais, mais c'est ce que j'ai dit avant, je dis c'est son meilleur pote. Parce qu'en fait, il l'a... sûr, il le met partout. Quoi. Ouais, c'est ça, il le met partout, il a aussi eu son mot à dire sur Lausanne. C'est son Nasser, alors. Ouais, c'est... Oui, il a droit, bras gauche. Comme pour les ses qualités, c'est peut-être un mec en qui il a confiance, quoi. C'est ça. Mais par contre, il l'a mis en directeur sportif à Nice. Par exemple, la super idée Ross Barkley, c'était lui, toi. Par exemple, que plus personne voulait. Ou Aaron Ramsey aussi. Aaron Ramsey, bah bien sûr, tout ça. Et c'est Dave Bradford qui a engagé un vieil agent moisi de Crystal Palace pour gérer les transferts. Puis c'est bizarrement quand il y a tous ces transferts moisis. Bref, Dave Bradford, il doit rester loin de ce club. Il a écrit des livres, il a une théorie sur en fait les petits détails font la différence et tout. Son livre est très intéressant, je vous invite à le lire. Sa stratégie a fonctionné parce qu'il était déjà chez Sky avant Ineos, hein, et c'est en gros lui, et c'est sa stratégie qui a fait de Sky Ineos. Donc voilà, ça c'est la version négative. Est-ce qu'on revient maintenant sur l'autre version qui commence à avoir de gros bruits? Donc il y a un nom qui commence à venir gentiment, ça c'est le moins sûr, c'est Jean-Claude Blanc, l'ancien directeur du PSG, où énormément de monde ont beaucoup de choses positives à dire sur lui, malgré le marasme. Et de la Juve aussi. Et de la Juventus il y a longtemps, au début des années 2000. En fait, juste avant. Une personne compétente en soi. Je crois qu'il est arrivé. Je crois de tête, il est arrivé en 2011 à Paris. Il a fait 2011-2022 et avant ça, il était à la Juve. Un vrai directeur qui lui serait là en théorie dans un rôle au niveau de Arnold. Je mets cette news un poil moins en avant que celle d'après parce que s'il a les clés du sportif, pourquoi il irait toucher le poste? Quel lien il aurait avec le poste de Arnold qui n'est pas du sportif? Non, en fait, Jean-Claude Blanc, il n'est pas au sportif à la Juve et à Paris, c'était sur l'administratif. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais par contre, Jim Ratcliffe, avec ses 25%, il aura les mains sur les décisions sportives. Ah, ok, d'accord. Et Arnold ne fait pas dans le sportif. Donc c'est pour ça que je mets cette news un peu. Je serais très content que ça arrive. En tant que directeur général potentiel. Exactement. Donc, voilà. Et par contre, une news, ça je le vois gros comme une maison. Parce que il était déjà mis en avant par Rangnick à l'époque. Et dès les news en novembre dernier de Ineos, il a tout de suite été cité. C'est Paul Mitchell qui serait un des favoris pour reprendre la direction sportive. Paul Mitchell, qui c'est? Après, je vous laisse la parole. C'est un Anglais de 42 ans. Oui, je trouve que c'est 42 ans. Et il a travaillé à MK Dons, si jamais. Son début de carrière, c'est là-bas. Mais pas dans la période où ils nous ont sortis. Juste avant. J'allais dire, c'est le club qui met 4-0 à United, ça, non? Non, mais c'est juste avant. Il a travaillé après, il était directeur de la recherche de talent de Tottenham. Il a aussi travaillé à Southampton. Après, il a été à Leipzig. Il a travaillé beaucoup pour le groupe en tant que directeur sportif. Après, il a été mis directeur général où il a travaillé pour le groupe Red Bull à New York et au Brésil. J'arrive plus à redire le nom du club, mais Red Bull. Bragantino. Merci, Bragantino. Et depuis 2020, il a été directeur sportif et après membre du conseil de l'AS Monaco, en sachant que, comme par hasard, son mandat à Monaco s'est terminé le 1er octobre. Sûrement hasard. Moi, j'ai juste une phrase à dire par rapport à ça. Je trouve que ça fait beaucoup de postes pour quelqu'un qui a 42 ans, par contre. Après, tout ce que tu viens de citer pour un mec qui a à peine 42 ans, et je pense que le mec s'est pas arrêté au bac dans ses études, parce que pour avoir ce genre de profil, c'est que tu as fait des études un minimum longues, je me dis, waouh, le mec est jamais resté à un endroit plus d'un an ou deux, quoi. Il a commencé en 2008 déjà, à 27 ans.
Commencé 27. 27 à 42, ça te fait 15 ans. Hein. De 2000... 15 ans, t'as cité au moins 10 trucs. Ouais, mais ça fait... Pas... Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, il était MK11 pendant 4 ans. Southampton, il était directeur du recrutement pendant 2 ans. Après, il est parti à Tottenham où il était responsable du recrutement jeune pendant 4 ans, responsable du recrutement jeune. Et après, il était directeur du recrutement et technique dans le groupe Red Bull. Donc, il a travaillé d'abord une année pour Leipzig. Après, il était une année pour New York et une année... Ah, en fait, non, pardon, j'ai dit des bêtises. New York et Bragantino, c'est en même temps. Il avait la double casquette. Et Monaco, il avait la double casquette aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes. Mais on peut voir une évolution, donc moi, ça me dérange pas. Ouais, c'est pas dingue. J'ai noté quelques noms quand même, où, quand il était directeur sportif, justement, et du recrutement. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, Antoine. Là. Je viens de tomber sur un truc. On verra après, mais je finis juste ma phrase. Mais après, non, chat noir. Après, je pleure comme ça. Le gars, si c'est Paul Mitchell, à voir, il y a une mauvaise nouvelle. Il est quand même à l'origine des recrutements assez intéressants. Quand il était à Southampton, directeur sportif, c'est lui qui a fait venir Wanyama. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Wanyama, qui était un joueur intéressant. Très bon joueur, ouais. Mané et Tadic. Et quand il était directeur sportif de Leipzig, il a fait venir Olmo et Nkunku, par exemple, en un mercato. Et puis à Monaco, il y a beaucoup de joueurs, les Balogun, Zakaria, les 3 dernières années, il y a des trucs intéressants et il y a Venderson aussi qui est intéressant. Bref, en fait, c'est un directeur sportif, tout simplement. Ce qu'on n'a pas actuellement, parce que Murto n'a rien d'un directeur sportif. Je te laisse me donner une mauvaise nouvelle, Mohamed. Ouais, je viens de tomber sur un tweet là, où ça parle un peu d'Anne Ashworth, très apprécié dans son rôle de directeur du football côté Newcastle, mais qui ont les ressources pour le garder. Ça parle de Michel Edwards. Très bonne phrase. Michel Edwards, très bien. Hein, Michel Edwards. Mais la dernière phrase est: les changements du côté sportif seraient supervisés par Sir Dave Brailsford. Oh là là, la douche froide d'Antoine. J'espère que vous avez la vidéo. Après s'il met quelqu'un en place et qu'il se la ferme. Après, s'il met quelqu'un. Ah, mais je vois, ouais, c'est du. Oh putain, c'est le Dickinson Time qui dit ça. Qui est quelqu'un de très. Honnêtement, Michael Edwards. Tout ce que j'ai dit sur Paul Mitchell, c'est sympa. Si c'est Michael Edwards, je m'en fous que Brailsford soit dedans. Michael Edwards, c'est le gars qui a construit Liverpool d'aujourd'hui. C'est lui qui a cherché Salah, Mané, Van Dijk, Alisson, c'est lui Robertson, c'est lui qui a construit vraiment tout ça. Et d'ailleurs, depuis qu'il est parti, les transferts sont moins bien. Si c'est lui, ça me va très bien. Il ne faut pas que Brailsford ait son mot à dire sur les joueurs à sélectionner comme il y a eu avec Nice. C'est ça le problème. C'est qu'à Nice, s'il supervise de sportifs tout en haut, mais qui en dessous de lui, il met quelqu'un de compétent, moi, ça ne me dérange pas. Par exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Nice, où ils ont été chercher, je vais sûrement écorcher son nom, Florent Ghisolfi, Ghisolfi, qui était le directeur sportif de Lens. C'est lui qui a été chercher les Seko Fofana et toute la clique là, qui est montée. Et bizarrement, depuis qu'ils ont fait ce choix-là début d'année passée, ça va beaucoup mieux. Donc peut-être que, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, je crois que c'est Cédric. Cédric a dit, ils ont peut-être le droit d'apprendre de leurs erreurs, ou d'apprendre et d'évoluer. Mais si c'est un de ces noms-là, moi ça me dérange pas, mais il ne faut pas que Dave Brailsford ait son mot à dire sur un transfert ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous ai donné 2-3 informations. Un ressenti, Mohamed? Peut-être. Ouais, Mohamed, Adama ou Cédric, au niveau sportif, votre ressenti? Là, le problème, c'est que tu peux pas forcément avoir de ressenti. C'est wait and see, comme dirait l'autre. On attend juste de voir, en fait. Parce que oui, c'est bien beau le CV, mais après, comme tu l'as répété et je l'ai dit en off, à Manchester, tout ne se passe jamais comme prévu. Et tous les coachs qui sont passés, tous les joueurs qui sont passés, il y a toujours un problème. Manchester, un avant, après. Donc, je préfère ne pas m'emballer. J'attends de voir, en fait, peu importe le directeur sportif, j'attends de voir. Juste, là, je suis en train de lire Dickinson Time, qui est une source très fiable, qui est en train il y a un article qui est sorti donc il y a 1 heure et on était en train donc une information dans le cadre de leur due diligence. Donc bien sûr, Ineos, ils ont eu le droit à la comptabilité et à tous les documents internes.
Ineos a déjà étudié des données qui montrent que la politique de transfert de United a été improductive. Sérieux? Bah oui. Et t'as pas besoin Ils avaient besoin des deux. Ouais, et le deal, je finis juste les infos du Dickinson Time, après je vous laisse la parole. Le deal proposé par Ineos établirait une division claire entre le sportif et les affaires, contrairement aux années Woodward où il a essayé de gérer les deux. Après, il y a la partie que tu as dit, Dana Schwartz est très apprécié dans son rôle de directeur de football, mais Newcastle dispose des ressources nécessaires pour repousser toute approche. Michael Edwards est disponible après avoir refusé une offre de Chelsea l'année dernière. Les changements du côté du sportif seraient supervisés par Voldemort. Et Jean-Claude Blanc, l'ancien directeur général du PSG qui a rejoint Ineos en février, est un directeur général potentiel. Voilà les infos. Comme donc ça reste comme une éclaircie. C'est une éclaircie dans ce ciel ombragé. Mais après, faut juste faut attendre de voir. Parce que vraiment, je me répète sûrement, mais Manchester, ça se passe jamais comme on l'imagine. On s'était tous dit Mourinho, enfin un coach avec de la poigne. Non, mais parce qu'à cette époque-là, en fait, on était naïfs. On était naïfs, on pensait que c'était l'entraîneur. On pensait qu'il y avait que l'entraîneur. On n'était pas encore au courant de. Non, parce qu'on avait David Moyes qui était passé, Van Gaal, et on s'était dit Mourinho justement. On était déjà on était déjà 3 ans après Ferguson, 4 ans. On savait qu'on avait déjà baissé de stature et que voilà, on touchait plus trop à la Ligue des Champions. Moi, je me rappelle que sous Mourinho, on avait beaucoup de problèmes. Le coach déjà, on disait déjà que les joueurs étaient fautifs, l'organigramme, Woodward, on tapait déjà là-dessus, les gars. Et on tapait là-dessus alors que Mourinho a fini quand même 2e et on avait fait une belle saison, enfin belle. C'est quand même très correct. Le syndrome de toujours, une bonne première saison. Moi, il me manque Mourinho. Bah, en fait, le problème, c'est qu'avec Mourinho, comme tu as dit, un coach comme Ten Hag et 2-3 joueurs, ils peuvent faire illusion pendant 6 mois, une année et demie. Parce que tu arrives à masquer. Mais c'est l'expression qui dit si la tête du poisson est pourrie, le reste est pourri. C'est la même chose. Là, à Manchester, ça fait 10 ans que le sportif est géré de manière catastrophique par Woodward et maintenant Murtough, où en fait c'est des amateurs, c'est pas des gens du sportif tout simplement, et donc tu payes déjà toutes les décisions sportives, parce que les décisions sportives, il y en a beaucoup qui croient que c'est que le mercato. Ouais. C'est une partie du mercato, c'est le fait d'avoir... Les jeunes, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'académie qui est une catastrophe. C'est la relation avec les autres clubs, la relation avec les agents quand tu achètes, ça va être la gestion des infrastructures. Enfin, et c'est aussi les entraîneurs, par exemple. La clé, pour moi, c'est le meilleur exemple du fait que notre club ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que depuis Ferguson, on a eu Moyes, Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer et Ten Hag. Prenez au nom en fait. Aucun style. Tu sais pas dans quelle direction tu vas. Tu peux faire la même chose avec les transferts en profil de joueurs. Casimiro à la place de Jong, pour moi, ça reste le meilleur exemple du monde. Donc, c'est comme si tu veux choisir. Tu dois choisir Galgado ou moi. Toi, on a le même profil à avoir. Je reviens sur un point qu'a soulevé Cédric. Je pense qu'on est plusieurs, pas forcément ici, hein, mais en tout cas, c'était mon cas. On est plusieurs à pas forcément avoir eu ce déclic-là quand tu disais que c'est vrai que c'est pas un apport d'argent. Bah non. Et ça, en fait, faut le comprendre. Ouais, non, parce que tu te dis potentiel investisseur. Les 1,4 milliard, ils vont pas dans la poche du club, hein. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, du coup, ça, même toi qui disais premier mercato de folie, mais ça, je suis convaincu. Sa poche. Attends, mais quand je dis de folie, dans sa poche, pardon. Quand je dis, et ça, moi, je suis convaincu parce qu'ils l'ont, en plus, ils l'ont fait à Nice, ils l'ont fait partout. Il va falloir acheter les supporters qui vont, ça va être sympa l'ambiance au prochain match. Moi, je suis convaincu que le premier mercato, le mercato d'été, ils vont. Cet été, on n'a pas recruté beaucoup plus parce que on avait une ligne de crédit qu'on n'a pas voulu toucher en attendant ça. Ils vont faire l'été prochain, on va recruter pour 200 à 250 millions. Surtout si on ne fait rien, c'est comme d'hab. Surtout si on fait rien cet hiver, les attentes seront trop longues. Moi, je te parle de 250 millions net. Hein. On l'a fait une fois. Hein. Sinon, tu regardes, on est toujours aux alentours de 130. Hein. Moi, je suis convaincu qu'on va faire un premier mercato de folie dans les montants. Dans les montants, je te dis. Parce que de folie, si tu prends tous nos mercatos les plus chers, c'est pas des mercatos que je considère de folie. Hein. Jamais les meilleurs. Ouais. Allez, vous voyez Lewandowski arriver tout droit du Barça ici ou pas? Il a voulu être actionnaire. Il a voulu être actionnaire du Barça, donc peut-être. Hein. Quel joueur de Chelsea on va aller chercher? Quel Anglais? Chilwell. Allez, on va aller chercher Chilwell. Et on va garder Maguire.
Madison pour surpayer Madison. Trop tard, il est à toi. N'oublie pas qu'il a Tottenham. Et en plus, on a le Magic Fernandez, donc impossible. Ah, mais c'est surtout, il est avec Daniel Levy, le président avec lequel c'est vrai. Sinon, personne veut négocier. Sinon, j'avais aussi noté un autre point sur le sportif, peut-être. Je pense que c'est le plus inquiétant. C'est pour ça aussi que je voulais à tout prix le Qatar, parce qu'on a besoin de rentrer d'argent pour les infrastructures, mais aussi pour l'effectif. Les gens pensent qu'on est à l'abri, mais donc à ce jour, au 15 octobre 2023, et sans compter les options cachées des joueurs, alors de ceux que j'ai vus, il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir des trucs cachés, mais des options cachées. On a 16 joueurs en fin de contrat d'ici 20 mois. 16 joueurs. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans, oui, parce que c'est au 30 juin 2025. 16 joueurs. Sur ces 16 joueurs, il y en a 12 qui ont commencé un match titulaire cette année. Donc c'est pas que... Tu peux rajouter le coach aussi. Ouais, et le coach. Et le coach, ah oui, petite info qu'on n'a pas dit, toutes les personnes disent que son poste n'est pas menacé. Pas safe, ouais. Mais ça fait 12 joueurs qui ont commencé un match titulaire cette année, ce qui est inquiétant. Et tu peux juste donner les 12 joueurs, pas que ceux qui ont commencé un match, on s'en fout des autres. Alors, juste pour situer. Si tu me laisses 10 secondes, je vais te redire ça. Je suis déjà sur Transfermarkt, comme à chaque fois. Alors, Manchester United. Dans le lot, il y a Lindelof. Détaillé. Les joueurs qui ont commencé un match, qui sont en fin de compte, t'as Evans, Martial, Lindelof, Reguilon, Amrabat, Wan-Bissaka, Hannibal, Eriksen, Varane, Maguire, Van de Beek, Scott McTominay, Amad Diallo et Facundo Pellistri qui sont en fin de contrat d'ici 2025, d'ici le 30 juin 2025. Bah tout ça peut partir. Oui, mais on va pas pouvoir les remplacer, c'est ça le problème. Non, mais les gars, le problème, c'est pas tout ça ne partira pas. Par contre, il faut pas rêver. Hein. Il y a des gens. Pour la stabilité d'un club, tu peux pas faire partir 100% ton effectif. Et Amrabat, dans le lot. Et Amrabat, on a une option d'achat. Oui, sauf Amrabat, bien sûr. Et Hannibal, on ne partira pas parce que c'est. Et Hannibal. Mais par contre, il y a aussi un autre problème, c'est que d'ici 2025, donc d'ici moins de 2 ans, à ce moment-là, Casemiro et Bruno Fernandes, qui sont deux de nos joueurs, auront 31 et 33 ans, et il leur restera une année de contrat. Donc tu peux pas prendre la décision, c'est-à-dire que sur les 18 prochains mois, tu dois prendre une décision sur tous les joueurs de l'effectif quasiment. Hormis Garnacho. Je veux mettre un peu de nuance, c'est que là, on se base sur ce qu'on fait aujourd'hui. Ah oui, totalement. Si on se projette avec une nouvelle direction sportive, avec de nouvelles idées, une nouvelle méthode de travail, c'est pas forcément inquiétant, c'est même plutôt une fenêtre d'opportunité. Non, c'est surtout on aura une idée claire de la trajectoire qu'ils veulent prendre en fait, tout simplement. C'est aussi alourdir une charge de travail. Non, parce que après tu as la limite de tes moyens techniques et quand tu sais que tu prends l'eau de toutes parts. En fait, c'est simple. Ce qu'essaie de dire Antoine, c'est on a un bateau. Actuellement, on a 12 fuites. Et techniquement, on va peut-être te dire tu peux en réparer que 6. Alors tu vas me dire, il y a des choix techniques, mais à un moment donné, peut-être que quand tu vas réparer tes 6, tu vas dire le 7e, j'aurais voulu le garder parce que je ne peux pas le garder parce que j'ai dû choisir les 6 premiers, mais j'aurais eu besoin du 7 et du 8. Et on va devoir peut-être quand même les laisser partir ou mal les remplacer parce que en fait, quand on dit laisser partir, c'est que c'est tous les gens qui vont partir. C'est soit tu fais le choix de les garder alors que c'est pas le bon joueur au poste, parce que financièrement, prendre quelqu'un te coûte plus cher, soit tu laisses partir un bon joueur que financièrement tu peux pas remplacer. On ne pourra pas remplacer 12 joueurs. Non. Bon, on va pas se mentir, on va pas acheter 12 joueurs en une fois. Après, Jérémy, la soupe est bonne à Manchester. Hein. Le salaire qu'ils ont ici, je pense pas qu'ils l'auront ailleurs. Oui, mais ce que je disais dans les options que je dis, oui, mais ce que je suis en train de dire, ça sera plus facile de les prolonger, mais ça veut pas dire que sportivement, les prolonger, ça sera la solution. Et nous, on va les juger. Clairement. Le bord en disant, mais regarde, sportivement, il est pas bon et on l'a prolongé, mais en fait, c'est parce qu'il y aura des contraintes techniques à ça aussi. De toute façon, ça permettra de voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Il faut mettre un terme, en fait, toutes les erreurs qu'on a fait dans le passé, on est obligé de régler la facture tôt ou tard. Ah oui, ça c'est sûr. Par contre, on est en train de le faire depuis un moment. Non, mais là, faut que la coupure elle soit nette. Faut que ce soit fait. Oui, même si c'est dur. Opération à corps ouvert, il faut même si c'est dur de perdre entre guillemets 12 joueurs d'un coup et on en remplace que 6, si tant est qu'on les remplace bien. Est-ce que ça va changer par rapport à notre situation d'aujourd'hui? Si, on a déjà pas regarde, c'est un premier élément de réponse avec le début de saison qu'on fait. Juste quantitativement, tu peux pas.
On parle même pas de qualité, on parle de quantité. 14 blessés, 14 jours absents. C'est ça. Qui te dit que c'est pas, mais en fait, pas le cas en septembre 2025. Ce que j'ai voulu dire en disant ça, c'est que il aura 1 année et demie pour statuer là-dessus. On va pas recruter 12 joueurs. Sur les 16 là qui y sont, il y a quand même une partie, moi je suis pas attristé s'ils partent, on est bien d'accord. Mais c'est quand même la merde. Et il y aura même 1 an, parce que le temps qu'ils prennent la place, les 100 jours, tout ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est une question que je voulais poser, moi, du coup, je vais la poser à Cédric parce qu'il a parlé un peu moins. Pour toi, Cédric, je me suis posé la question, je n'ai pas encore la réponse. Est-ce que 100 jours pour auditer le club, c'est beaucoup, pas beaucoup, c'est ce qu'il faut? Seulement le sportif, seulement sportif. Oui, seulement sportif. Bon, je pense qu'ils auditent de loin depuis longtemps. Mais par contre, là, maintenant, ils vont avoir accès à des documents plus précis. Mais je pense qu'il y a déjà une grosse partie du travail qui est fait. Et alors, comme on disait tout à l'heure, c'est pas de l'apport d'argent frais. Et le seul axe de progression qu'on a un peu, c'est de devenir intelligent, de tailler dans le gras, arrêter de surpayer. Pas devenir intelligent, c'est pas facile. Mais du coup, ramener aux 100 jours, pour toi, c'est beaucoup ou pas beaucoup? 100 jours, bon, grosso modo, 3 mois, un peu plus de 3 mois, hein, du coup. Non, mais 100 jours en partant déjà... Et je ne crois pas qu'ils partent de zéro. Ils ont. Ça fait tellement longtemps que le processus de prise de participation est commencé qu'ils ont déjà une idée, je pense. Hein. Et puis ils ont déjà eu apparemment accès à des documents. Surtout d'après les news que j'ai dit avant du Time, qui est très fiable, il y a beaucoup trop de noms qui sortent, de noms de personnes qui sont fiables. Il y a beaucoup trop de noms fiables qui sortent de la bouche de personnes fiables pour prendre des postes qui ne sont pas vacants pour le moment. Donc, comme a dit, comme tout le monde pense, ils n'ont pas commencé maintenant leur audit. Et pour moi, l'audit, il est pour cibler certains points, mais c'est un audit de façade. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont révolutionner. Quand je dis révolutionner, ça peut être dans le pire aussi, hein, mais ils vont pas garder les personnes en place. Ne nous le souhaitons pas. Le seul que je vois peut-être avoir un poste dans le sportif, au tout début, ce sera que. Darren Fletcher. Je suis sûr et certain. Mais bien sûr que ça va être lui. Bien sûr que ça va être lui parce qu'il veut. Attention. Phil Jones est en course, hein. Cette année, il remonte la file. Hein. Mais Fletcher, parce que vous verrez que même dans le sportif, ils vont essayer de mettre des postes comme ça sur des anciennes gloires, parce qu'on est Manchester United, qu'on n'apprend pas de nos erreurs, et que ça achète le silence d'une branche des fans. Il y a aussi un autre point qui peut leur faire mal et qui peut retarder le retour au sommet comme ils nous le vendent. Adama le disait très bien tout à l'heure, il va falloir payer la note. Et la réputation que tu traînes sur les transferts, c'est pas du jour au lendemain que les autres clubs ils vont être gentils avec toi et te dire bon bah vas-y. Si avec un Mitchell, avec un Edwards, ils ont une autre manière de travailler. Donc ils vont savoir que la fête est finie. Ce serait bien. Ouais, mais la fête est finie. Si c'est Michael Edwards qui vient, ça nous change quand même. Bah, les gars, la fête est finie, mais tu sais, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire. Il y a quand même un argument assez facile du côté des vendeurs. Bah, les gars, vous êtes en galère, hein, on baisse pas notre prix. En fait, comme bonjour. Le problème... Vous êtes en galère, on sait que vous êtes en galère, vous êtes en révolution. Vous voulez vous mettre les fans dans votre poche avec des transferts intéressants. C'est mon prix. Après, le problème. Manchester plus tarif galère. Moi, je trouve pas qu'on. En fait, le problème, c'est pas qu'on surpaye des joueurs. Parce que on veut pas aller après trop dans le sportif. Parce que tout le monde surpaye des joueurs. Est-ce qu'on parle de City qui a mis 116 millions sur. Ou je sais plus combien exactement. Sur Grealish. Pour quel résultat derrière? Oui, mais c'est masqué parce qu'après, derrière, il gagne sportivement. Exactement. Mais il est bon. Le problème. Mais c'est masqué. Je prends toujours l'exemple de Van Dijk. Van Dijk, quand il est acheté par Liverpool, 84 millions, alors que le gars, il sortait des croisés, ou je sais plus, d'une très très grosse blessure, et qu'il avait joué au Celtic et à Southampton, et qu'il était même pas si jeune que ça, il devait avoir 26 ans par là, donc c'est pas un Antonio Silva. Mettre cette somme-là, c'était de la folie, et je me rappelle que quand j'ai appris ce transfert-là, j'étais avec un de mes meilleurs potes qui est fan de Liverpool, et je me suis foutu de sa gueule.
Mais par contre, surtout quand on se rappelle ce que lui avait mis Martial. Ouais, mais par contre, eux, en fait, le problème, nous, c'est pas qu'on surpaye des joueurs. Le problème, c'est que chaque joueur qu'on a surpayé, ce fut un échec. Et on parle pas d'un joueur. Toi, Grealish, c'est un échec, mais il est bon et il peut jouer. Le prix est démesuré. Grealish, c'est un échec. Non, échec, bon, c'est un peu dur, mais c'est pas un échec Grealish parce qu'en fait c'est un échec juste parce qu'il y a un effectif de joueurs aussi bons que lui. Oui, mais en fait, le problème c'est que on aimerait tous avoir des échecs comme Grealish dans l'effectif. Le problème c'est que nous, nos joueurs qui ont coûté une blinde, c'est des Maguire qui peut plus jouer au foot, Sancho qui ne veut plus jouer, Anthony il y a rien qui va pour le moment. Et en fait, tous nos gros investissements, il n'y a pas de juste, nous on n'a pas. Martial et Pogba. Pogba et Martial. Après, en fait, nous, le problème que j'ai avec ça, c'est que nous, les joueurs qu'on a acheté une blinde, c'est pas des nous, en fait, on n'a pas. Ah, ça n'a pas marché. Nous, c'est une catastrophe industrielle à chaque fois qu'on a investi. Parce que si le joueur, si Højlund par exemple, ça devient un buteur qui te met en première ligue 15 goals par saison, ce sera un échec. Oui, vu le montant, on parle quand même de presque 100 millions. C'est un échec. Non, ça dépend de ton système de jeu. Non, relatif, mais échec quand même. Oui, mais 15 buts, mais il te donne des passes, il te donne. Ah non, mais moi j'ai pris 15 buts. J'ai pris 15 buts pour donner une statistique, mais ce serait un échec si ça devient Callum Wilson qui te met chaque année 15 buts, c'est un échec. Par contre, c'est un joueur qui est utile. Nous, nos échecs ne sont pas des joueurs utilisables actuellement. Après, pour nuancer un petit peu ça, si tu regardes à l'échelle mondiale dans le foot, tous les gros transferts, c'est rare ceux qui ont. Je te prends les 3 du Barça, Coutinho, Dembélé, Griezmann. 150 les 3, que des échecs. Donc on en revient à ce que je disais précédemment. On peut travailler intelligemment avec en payant des joueurs 20 avec des budgets, avec des transferts intelligents. Intelligents. Il n'y a pas que des échecs quand même dans les gros transferts. Parce que tu prends City, tous ces gros, il y a énormément de gros transferts, c'est pas des échecs. Liverpool, il y a eu des gros transferts, il n'y a pas d'échecs. Tu prends l'exemple au Barça, je suis d'accord, mais tu peux aussi prendre l'exemple de Lewandowski. Pas un échec, mais gratuit. Il n'a pas coûté une blinde, Lewandowski. Il a pris combien? Non, il a pris 30 000. Non, il n'était pas gratuit, ils l'ont payé 30 millions. Les gars, on parle en transfert, en montant de transfert de club à club. On parle pas bien sûr qu'il y a des primes à la signature. Payer 30 millions pour un buteur de 34 ans, 33-34 ans, c'est pas un bon deal. Hein. Mais et après, c'est pas un problème. Mais en fait, le problème, c'est que nous tous sont des échecs. Si c'est Michael Edwards, je serais aux anges. Et je m'en foutrais que Brailford soit là. Plus que Mitchell, oui. Plus que Mitchell. Parce que c'est un architecte. Je ne connais pas. Bon, vous allez le détester parce que lui, c'est les statistiques. Stats avancées tout le long. Mais c'est comme ça qu'il a été. Pour ça que je vais le détester. Toi, tu vas l'aimer, mais moi, je vais le détester. Mais si tu vas regarder. mais ça marche. Peut-être. Ça a marché à Liverpool, c'est vrai. On veut pas faire des plans sur la comète sur un gars qui est libre. Par contre, c'est quelque chose qui serait comment. Mais après, qui me fera mentir. Peut-être qu'avec les statistiques, moi, je suis convaincu que Rennes remplace l'œil humain. Mais bon. Tu vois, c'est quand même lui qui a été chercher Mané à Southampton, Wijnaldum à Newcastle, qui est lui qui a été aussi cherché Robertson. Wijnaldum, il était quand même très fort à Newcastle. Robertson pour même avant ça. Robertson, oui, mais Firmino, c'était une bonne pioche. Firmino, Mané, Wijnaldum, Van Dijk, Salah, Robertson. Là, c'est un pari puisqu'il est à Roma. Oui, mais il finit meilleur buteur de la Roma. Alisson, Fabinho, Naby Keita, c'était un super joueur, mais bon, il s'est blessé. Échec. Oui, c'est un échec, mais 80 millions. Tous ces joueurs, c'est lui. Hein. Non, 60. 70. 60. Vous vous rendez compte qu'on a réussi à parler d'échecs chez nous à prix exorbitant et on n'a même pas cité Lukaku et Di Maria. Parce que moi je les mets moins dans l'échec parce qu'on a pas perdu d'argent, pas beaucoup. C'était un joueur pour moi c'est pas un joueur de. Di Maria, j'ai ôté de ma mémoire. Après peut-être qu'on va clôturer là-dessus, c'est qu'en fait le sportif a besoin d'un énorme fraîcheur. Exactement, de fraîcheur et que on espère que Ratcliffe, maintenant qu'on sait qu'on n'aura pas l'argent du Qatar, que Ratcliffe va pouvoir mettre en place des gens qui auront les compétences pour nous remettre à niveau, parce que nos infrastructures ne vont pas être remises à niveau, en tout cas pas tout de suite du tout, que les gens au-dessus s'en foutent toujours,
Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à part moi je suis comme Adama. Hier, quand j'ai vu la news, j'étais en train de regarder un film avec ma copine. Elle m'a dit, mais attends, il y a eu un décès ou il y a eu quoi? Je lui ai dit, oui, le seul truc qui est décédé, c'est mes espoirs de gagner un titre prochainement. Donc, on n'a définitivement pas le droit au bonheur. J'ai une petite mise en garde à faire rapide sur les réseaux et toute cette génération-là, vu qu'on est dans le truc. Faites la preuve que tous les comptes insider, je ne sais quoi, le Qatar a gagné, ça fait un an qu'on nous bassine avec ça, pardon. Rien n'est vrai, rien n'est fiable, mis à part les gens fiables. C'était juste le petit point que je voulais mettre en avant. Parce que ça fait 2-3 comptes tweets, enfin 2-3 mois que tout le monde nous bassine. Oui, le Qatar a remporté la course, en pole position, éliminé. Ah non, mais même que la semaine dernière. Après, c'est bataille de communication. C'est de la course au like et au follower, mais c'était juste pour le placer en tout cas. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. C'est quand même que les prochains mois vont être sûrement au niveau sportif les mois les plus importants de notre histoire récente. Il va y avoir normalement des changements. Si on n'a pas, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il a juste mis de l'argent pour rien du tout. Donc c'est pour ça que j'y crois pas. Mais il va se faire tirer dessus. Il n'a pas payé 1,7 milliard pour se faire tirer dessus. Déjà qu'il va se faire tirer dessus tout court. Donc, au sens figuré, bien sûr, au sens figuré, mais par les fans qui voulaient pas du tout de ce type de deal. Il servira de bouclier au Glazers. Exactement, c'est un magnifique bouclier qu'on a offert au Glazers. Ça fait cher le bouclier. Mais maintenant que c'est lui. C'est lui qui paye pour être bouclier. Ouais. Bah oui, il paye pour être bouclé, donc il va travailler. J'espère. On espère. En tout cas, on peut plus qu'être derrière lui maintenant. Donc, pour résumer rapidement, c'est soit ça marque un tournant, ou soit c'est juste une continuité de ce qu'on a depuis 10 ans maintenant. Pour moi, c'est un tournant. J'espère juste que. Mais le tournant, tu peux aller dans deux sens. Donc à voir. Oui, c'est ça. À voir. Donc, mais en tout cas, on a essayé de donner le maximum d'infos dans ce podcast. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir ces prochaines semaines. Écoutez seulement les personnes fiables. Nous. Non, mais écoutez pas le Sun. Attendez que les choses soient dans la bouche de Ornstein, de Simon Stone, de toutes ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont sortir ces prochaines semaines qui vont être complètement fausses, ou qui vont juste être là pour acheter du buzz. Donc faites attention. Et je vous invite toujours à nous suivre, bien sûr, sur toutes nos plateformes, le site internet, à venir sur le site internet, vous abonner sur le forum et à venir communiquer avec nous sur le forum, à vous abonner sur YouTube, à mettre un petit commentaire, un petit like. On vous répond. On vous répond et essayer de nous dire quel est votre ressenti après ces informations cruciales pour l'avenir du club. Et je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit assez vite pour le prochain match de Manchester United qui devrait être le week-end prochain. Week-end prochain face à Sheffield United de tête. Donc bonne soirée à tous et vive Manchester.